après avoir vu ce film-là, je suis pas sûr de vouloir trouver l'amour. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamengo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au moment où cette vidéo-ci va sortir, la Saint-Valentin, c'est demain. Donc, quoi de mieux pour parler de la Saint-Valentin que de critiquer un an en retard le film Yeux en cœur. Maintenant que j'ai le film en DVD, je l'ai regardé avec ma mère et je dirais qu'on a tous les deux vraiment aimé le film. C'est clair que autant l'histoire est bonne, que les personnages sont bons et que les kills sont bons et originaux, il y a un certain élément de prévisibilité qui peut pas être ignoré selon moi. Dans un film où ce que tu sais pas dès le début le tueur c'est qui, quand ma mère est capable dans un film de ce genre-là de deviner le tueur ou l'un des tueurs, c'est que à ce moment-là, il y a certains éléments de subtilité qui ont été ratés. Mais pour commencer, comment décrire Yeux en cœur? C'est un film que, à chaque année, à la Saint-Valentin, dans différentes villes aux États-Unis, il y a un tueur qui porte un masque de yeux en cœur, qui s'en prend au couple. L'idée, je la trouve vraiment calissement originale. Les acteurs sont très bons. Le mystère est bon aussi en majeure partie. Les kills sont originaux pour beaucoup. Brutal aussi. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de limitation à ce niveau-là au niveau du rating. Ils sont allés all-in. Comment décrire l'histoire autre que juste l'affaire de Yeux en cœur, le tueur qui s'en prend au couple à la Saint-Valentin chaque année dans différentes villes. Le film suit le personnage joué par Olivia Holt qui rencontre le personnage joué par Mason Gooding. Elle travaille dans la publicité pour les trucs de mariage de couple et lui est un gars freelance qui travaille comme ça pour des compagnies de ce genre-là. Ça se passe justement un 14 février. No shit, Sherlock. Quand les deux sont pris comme un couple par le tueur aux yeux en cœur. Au départ, quand j'ai su ça avant de voir le film, je me suis dit, mais comment tu confonds deux personnes comme étant en couple? Ok, là je comprends un peu mieux la confusion. Alors qu'il quitte le restaurant, le personnage de Olivia Holt voit son ex à elle et cet ex-là est en couple avec une nouvelle personne. Donc sur un coup de tête, elle embrasse J. Simmons sur la bouche et au loin, il y avait le tueur aux yeux en cœur qui avait vu ça. Get killed, all right? What was... Why would he say that? D'où la confusion. Une fois que ces éléments-là commencent, il crisse que ça angoissant. Comme n'importe quel bon slasher, le film commence par une scène de meurtre d'un couple qui n'a pas vraiment rapport avec le reste de l'histoire, mais que j'ai trouvé quand même intéressant pour amener un petit peu l'idée en perspective. C'est un couple qui se fiance et qui sont tués tout de suite après leur fiançailles. Et de la façon que ça amène le côté enquête du film, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que veux pas, ça reste un slasher, mais il y a quand même une partie enquête avec les policiers qui enquêtent sur cette nouvelle vague de crimes-là. Donc, de voir un petit peu avant l'introduction de ces personnages-là, plutôt le faux couple, de voir un peu comment les policiers sur la scène de crime, voir le après, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que veux pas, Scream, c'est un petit peu le même principe d'un certain sens où ce que c'est un whodunit où ce que plus que les victimes s'accumulent, le nombre de suspects aussi va forcément diminuer. Mais la différence, c'est que le côté enquête dans Scream est beaucoup plus faible. Ici, c'est quand même un côté important. Et une fois que les deux collègues sont pris en chasse, l'adrénaline, c'est quelque chose parce que là où ce que Ghostface dans les Scream va courir après ses victimes, le tueur ici semble pas vraiment axé sur le sprint, mais sur la marche d'un certain point de vue. Et ça rend le truc assez creepy aussi, le fait que le personnage, il parle pas vraiment. T'entends le tueur parler, je pense, une fois dans tout le film avec une voix modifiée, mais c'est pas du tout comparable à, justement, Scream. Et pourquoi j'apporte Scream beaucoup? C'est parce que c'est produit par Spyglass Media Group, la même compagnie qui a les droits maintenant de Scream. Donc, autant il y a des similitudes entre les deux produits distincts, l'exécution globalement différente ici de comment le tueur est, ça rajoute, c'est suffisant pour se démarquer. C'est pas du copier-coller. Et là où ce que Ghostface dans Scream a une seule arme pour toute la franchise, sauf la scène du bodega dans Scream 6 où il prend le shotgun du propriétaire. Ici, le tueur aux yeux en cœur, il y a une machette, il y a une petite arbalète avec des flèches. Et ça rajoute la pression pour les protagonistes quand ils s'enfuient. Ça lui donne une chance de les avoir avec des projectiles. Niveau protagoniste, c'est clair par contre pour moi que le personnage de J. Simmons est beaucoup plus fun à suivre que le personnage joué par Olivia Holt. Je m'excuse, j'ai encore oublié le nom de son personnage, mais je mettrai le nom ici. Son personnage, à elle, est plus quelqu'un qui, dès le départ, au niveau amour, est
très sèche à ce niveau-là. Et non, c'est pas un jeu de mots pour parler de ses parties intimes. Non, elle est très Scrooge dans un sens au niveau amour, où ce que pour elle, l'amour c'est de la bullshit, tandis que J. Simmons est un personnage beaucoup plus optimiste à ce niveau-là, et plus quelqu'un qui est un éternel romantique. Elle, son point de vue sur l'amour, quand elle est introduite à sa job, et où ce qu'elle présente sa publicité de l'amour, de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, la façon que c'est exécuté, c'est très mauvais goût, et je sais que c'est le but, vu que son personnage doit après ça travailler avec le personnage de J. Simmons, donc Mason Gooding, pour produire une nouvelle pub parce que elle, ce qu'elle a produit, c'était vraiment mal vu par la Big Boss. Donc je sais que c'est comme d'un certain point de vue voulu, mais ça rend le fait que son personnage est beaucoup moins aimable d'un certain point de vue. Tu sais, quand tu suis des protagonistes dans un slasher, faut quand même que tu sympathises avec eux, mais c'est très dur de sympathiser avec son personnage à elle dès le départ, parce que du peu que tu vois d'elle, est quelqu'un d'extrêmement bitch à ce niveau-là. Mais plus que l'histoire avance, que les poursuites avancent et tout le kit, et que elle apprend un petit peu à être moins, si je peux dire, sèche que le Chris, autant niveau émotion que le reste, et les deux, je veux pas, vu qu'ils sont pourchassés ensemble, ils vont se créer une certaine complicité qui va évoluer tout le long du film. Donc, à ce niveau-là, c'est le fun de voir ça évoluer, justement. Donc, je comprends que le but que, au départ, elle, c'est comme la Scrooge du duo, et que plus que les poursuites avancent, plus que elle va un petit peu plus, tu sais, en termes de personnalité, être moins aller dans le cul. Et niveau reveal, je veux parler de ça sans pour autant spoiler les identités. Je veux vraiment pas gâcher ce plaisir-là pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. D'ailleurs, apparemment qu'il y a une suite en développement. Mais le fait que l'identité de la ou les tueurs est relativement prévisible, puis en plus de ça, vu que c'est prévisible, les personnes qui se révèlent être derrière, cette révélation-là semble être un petit peu bâclée. On va se le dire, c'est plus qu'un tueur, mais lorsque à la fin t'as cette révélation-là, t'as un des deux tueurs que t'as vu dans une seule scène avant, dans le film au complet, une scène de même pas, je pense, 2 minutes. Donc dès que cette première révélation-là se fait, c'est genre tu l'as vu juste une fois avant le reveal, donc ça semble pas être une révélation satisfaisante, du moins selon moi, pour le viewer. L'autre révélation, par contre, ça, j'ai trouvé ça relativement prévisible aussi, et là je veux aucunement vous révéler l'identité de la deuxième personne, mais j'ai trouvé que c'était justement encore une fois une révélation qui n'est aucunement satisfaisante ou méritée, parce que tu sais, je reviens encore à parler de Scream. Dans Scream, plus l'histoire avance et que les suspects, la liste de suspects, si je peux dire, se réduise, plus que les victimes s'accumulent, t'as quand même un certain élément de suspense où ils ont chacun suffisamment de screen time pour qu'on s'intéresse quand même assez à eux. Mais ici, j'ai trouvé que c'était vraiment mal chié à ce niveau-là. C'était un film de quoi, 1h40? Il manquait de travail pour ce qui est de justifier cette révélation-là. Pour qu'à la fin, c'est genre des masques, pis c'est genre... The fuck? C'est difficile de justifier une décision comme ça, parce que autant le film est bon et tout, t'as pareil cet élément-là qui pour moi vient justement stopper l'impact de ce climax-là. Globalement, pour moi, Yeux en cœur, c'est un solide 3.5 flamand sur 5. Donc ça va être tout pour cette vidéo critique rattrapage de Yeux en cœur, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?